Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo sur les sciences industrielles. Aujourd'hui, je vais vous parler du monophasé. On y va. Le monophasé. On va donc essayer de comprendre, de définir ce que c'est, de comprendre un petit peu comment il fonctionne, pour essayer d'avoir déjà les premiers éléments de calcul qui peuvent apparaître sur le monophasé. Donc c'est un réseau de distribution d'énergie électrique. Il se compose de deux conducteurs. Alors monophasé, donc il y a une phase. Et le deuxième conducteur, on appelle ça le neutre, hein. C'est ce qui va permettre au courant de revenir vers sa source. Alors la source qu'il y a derrière un réseau monophasé, c'est une source dite de tension. La tension, elle est fixée entre la phase et le neutre, donc par le producteur d'énergie. Normalement, cette tension, elle ne varie pas, elle ne change pas, quel que soit le courant qui va circuler dans les conducteurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est une source de tension. Alors lui, le courant, il va être imposé par la charge, qui va être changée en fonction des besoins de l'utilisateur. À la maison, hein, on va brancher indépendamment un, deux ou trois appareils, voire beaucoup plus, hein, on est d'accord. Mais en fonction du nombre d'appareils et en fonction de leur utilisation, le courant qui va être consommé va être différent et en théorie, la tension, donc, elle ne change pas. Alors, la tension en question, il s'agit donc d'une tension alternative sinusoïdale. Alors, il y a plus ou moins deux manières de la noter. Alors, ici, vous avez la notation, on va dire, plutôt euh, de l'électricien, hein, où je vais vous expliquer pourquoi on parle d'électricien et de physicien. Et puis ici, vous allez avoir la notation plus physicienne d'un signal alternatif sinusoïdal. Alors, quels sont les éléments caractéristiques qu'on peut retrouver sur ces deux notations? Donc déjà, vous avez oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation électrique. Et puis phi, ça va être le déphasage. Alors, qu'est-ce qui différencie majoritairement ces deux notations? Eh bien, c'est U qu'on retrouve ici et U max qu'on retrouve ici. Alors, U, c'est la valeur efficace de U de t, et puis U max, donc c'est la valeur max de U de t. Alors, c'est complètement identique, hein. On est d'accord que ces deux notations sont scrupuleusement les mêmes. C'est juste qu'on va utiliser les grandeurs caractéristiques des signaux différents pour les noter. Alors les physiciens aiment bien Umax parce qu'ils ont plutôt tendance à parler de signal et voilà. Et donc dans d'autres applications de la physique, ils ont plus besoin de l'amplitude, de la valeur max du signal. Les électriciens, eux, ils parlent plus d'énergie et la valeur efficace du signal, va beaucoup plus nous servir pour la suite. On verra ça très rapidement par la suite. La puissance. Alors, si on se place dans le cas où on a une charge sur le réseau qui serait linéaire, alors une charge linéaire, c'est résistance, condensateur, inductance, hein. On oublie les transistors et diodes. Donc la charge est linéaire, la tension d'alimentation est alternative sinusoïdale. Donc dans ce cas-là, le courant absorbé sera lui aussi alternative sinusoïdale. I de t égale grand I racine de 2 sinus oméga t plus phi i. Donc le oméga, hein, la pulsation électrique sera identique, et le phi, lui, il n'y a pas de raison d'être le même que celui de la tension. Il peut y avoir un déphasage entre les deux. Donc le courant va dépendre de la charge, et le phi i va dépendre de la charge. Donc on se retrouve avec une puissance, si on reprend la définition de la puissance, valeur moyenne de petit u fois petit i. On se retrouve avec une expression de la puissance qui est égale à grand U fois grand I cosinus phi UI. Alors phi UI, c'est le déphasage entre U et I. Donc ça, on a vu, hein, ça va dépendre de la charge, c'est pas nous qui l'imposons. U, la valeur efficace, et U, la valeur efficace de la tension, et I, la valeur efficace du courant. Donc hein, on fait apparaître les caractéristiques électriques intéressantes, hein, de l'électricien,
qui sont liées à la notation électrique hein, de ce qu'on a pu voir un peu plus haut. Alors, on va définir une nouvelle puissance, donc c'est celle qu'on appelle la puissance apparente. Alors, c'est une puissance qui est liée à une problématique du producteur d'énergie électrique. Donc, lui, le producteur, il a besoin de créer une machine, de fabriquer une machine qui va générer une tension U efficace et qui va générer un courant I efficace. Hein. C'est ces deux grandeurs caractéristiques des signaux qui vont définir plus ou moins la taille de sa machine, le coût hein, de la machine qui va produire l'énergie électrique. Et donc on voit que donc S va être égal à S, la puissance apparente va être égale à U fois I uniquement. Et on voit que cette puissance, elle n'est pas liée au cosinus phi UI qu'on a vu précédemment, qui est introduit par la charge. Alors, on a un problème, c'est que si ce cosinus phi UI est faible, on va se retrouver avec une puissance active, donc les puissances qui servent réellement hein, à chauffer, à faire tourner, etc., qui va être très faible par rapport au S, par rapport à la puissance apparente du producteur. Donc, ce qui veut dire qu'on va être obligé d'avoir une très grosse machine pour créer une petite puissance de chauffe ou une puissance mécanique, enfin peu importe, on a une petite puissance en sortie. Donc ça, c'est un problème. Le producteur, lui, il n'a pas envie d'avoir une énorme machine, alors que les utilisateurs, ils vont pas se servir de grand-chose. Donc pour essayer d'optimiser un petit peu la dimension et le coût de la machine qui produit l'énergie électrique, on a besoin que le facteur en fait, entre P et S soit relativement faible, hein, que ce cos phi soit relativement élevé. Donc on définit à partir de là ce qu'on appelle le facteur de puissance, qui va être égal donc à P sur S, et donc ici dans le cas de l'alternative sinusoïdale en monophasé, on va se retrouver avec le cos UI. Et donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, le producteur, lui, il n'a pas envie que ce cosinus phi soit très faible. Ça voudrait dire qu'il devrait avoir une très grosse machine pour une utilisation très faible derrière. Donc il y a une règle, hein, c'est 0,95. Il faut que le cosinus phi soit supérieur à 0,95. Alors, pour le domestique, il n'y a pas de règle. Hein, la plupart des installations domestiques ont un cos phi qui est relativement élevé. Hein. On a des chauffages, on a des lampes qui sont des circuits relativement résistifs. Donc le cos phi est plutôt assez grand. Et puis bon, la part de consommation électrique du domestique est faible par rapport à la part de la consommation de l'industrie. Donc en industrie, c'est différent. En industrie, à partir du moment où le cos phi est supérieur à 0,95, tout va bien. Et lorsqu'il est en dessous, eh bien, le fournisseur, le producteur, enfin peu importe, va facturer en fait la différence en fait entre les deux. Et donc pour faire cette facturation et puis pour essayer de quantifier un petit peu la puissance intermédiaire entre le S et le P, on va définir donc une puissance qui est complètement fictive, qui ne sert à rien, qui sert juste un peu au calcul. D'accord? Donc ça va être Q, la puissance réactive, et c'est égal à UI sinus phi. Alors, pourquoi on a choisi sinus hein, donc si on regarde le P, si on regarde le S et si on regarde le Q, on voit bien qu'il va y avoir des relations trigo entre les trois, et donc ça va être assez pratique. Donc on a tout de suite, par exemple, hein, voilà, S égale à racine carrée de P carré plus Q carré, et Q égale à P tangente phi UI. Alors ensuite, dans une installation, on va dire quelconque, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait avoir 1, 2, 3, plusieurs appareils possiblement connectés sur ce réseau. Donc il est important de pouvoir calculer la puissance ou les courants qui va être consommés dans une telle installation. Donc là, on va utiliser le théorème de Bouchereau, donc, qui va nous permettre de dire que la puissance active totale consommée sur une installation qui se compose de plusieurs charges. Donc c'est la somme des puissances consommées par des puissances actives consommées par les différents éléments. De la même manière, la puissance réactive totale, c'est la somme de toutes les puissances réactives consommées par chacun des éléments.
Alors par contre, attention, hein, le S total, c'est différent, je le marque bien comme ça, différent de la somme des S, hein. Attention, hein. Donc voilà, ici, si on veut écrire quelque chose de correct, hein, c'est de la trigo, hein, il faut regarder les triangles rectangles. S total, eh bien c'est bien P total au carré plus Q total au carré, le tout sous la racine. Voilà. On arrive au terme de cette première vidéo. Merci de votre attention, en tout cas si vous êtes allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Pour les plus courageux, je vous fais un petit bonus. On y va. Alors si je remonte un tout petit peu, donc au début on avait vu que U de t pouvait s'écrire avec deux écritures, hein, la notation plutôt élec et la notation plutôt physique. Et puis si on regarde bien, hein, voilà, il n'y a pas grand chose d'écart, il y a juste que ici on note avec U max et ici on note avec U efficace. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que donc U max va être égal à U racine de 2. Alors l'objet de ce bonus, hein, c'est d'essayer de montrer comment on peut montrer que U max égale à U racine de 2. Donc là, on va utiliser le calcul de la valeur efficace pour un signal périodique. Donc c'est la racine carrée de la valeur moyenne du signal au carré. Et donc si on note ça, donc ça va donner 1 sur t intégrale sur une période, hein, pas forcément de 0 à t, mais sur une période, de U de t, le tout au carré, hein, dt. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ du calcul. Alors après, il y a plein de choses, hein. On peut faire. C'est un calcul qui n'est pas très difficile, qui n'est pas très long. Voilà, c'est un bon entraînement pour essayer de faire un petit peu de calcul d'intégrale avec des fonctions trigo. En plus ici non linéaires, puisqu'on va avoir du sinus carré. Donc il faut linéariser, etc. Vous allez voir, c'est intéressant. Le deuxième bonus, ça concerne donc le calcul ici de la puissance active. Donc on a vu que la puissance active c'était UI, donc U valeur efficace de U, I valeur efficace de I et cos phi UI entre U et I, hein. Donc là pour ça, donc il va falloir déjà définir le U. Donc le U de t, on va dire que c'est grand U racine de 2 sinus oméga t plus phi U. Alors pourquoi phi U? Parce que c'est le déphasage de U. I de t égale à grand I racine de 2 sinus oméga t plus phi I. Et ensuite, avec ça, eh bien, on va calculer la puissance active qui est définie comme étant la valeur moyenne de U de t fois I de t. Et donc valeur moyenne, donc on va obtenir 1 sur t intégrale sur une période, donc de U de t fois I de t dt. Donc voilà, on remplace. Encore une fois, donc c'est pas tout à fait le même calcul, mais voilà, il y a quelques différences avec celui de précédemment. Mais c'est encore une fois le calcul d'une intégrale de fonction trigo, d'un produit de fonction trigo. Donc là, il y a un petit peu de transformation à faire, mais voilà. Et donc ici, eh bien, on va trouver que U max va être égal à U racine de 2. Et puis ici, on va trouver P égale à UI cos. Alors pardon, je vais mettre en dessous, il y aura plus de place. P égale à UI cos phi U moins phi I. Hein, et donc ça, on va voir qu'on peut le noter phi UI, le déphasage entre U et I. Voilà, c'est tout pour le bonus. À bientôt.